À semaine spéciale, Hebdor spécial. Vous le savez, cette semaine, OCOF organise sa traditionnelle rencontre annuelle et vous propose pour l'occasion un plateau d'invités de choix, un entretien exceptionnel chaque jour avec des économistes et des géopolitologues de renom autour de la thématique l'économie y survivra-t-elle? Des entretiens menés de main de maître comme d'habitude par Benjamin Rosor, rédacteur en chef du blog L'Or et l'Argent, à qui nous avons choisi de poser quelques questions sur les grands enjeux économiques et géopolitiques du moment. Alors Benjamin, je le disais en introduction, vous êtes journaliste spécialisé en économie, rédacteur en chef du blog L'Or et l'Argent. Et aujourd'hui, on avait envie de vous faire passer de l'autre côté du micro, parce qu'après toutes ces années passées à observer ce monde économique, vous avez aussi un regard affûté sur le sujet. Et d'ailleurs, ce sera l'objet de ma première question. Ces 15 dernières années, on a vécu d'énormes bouleversements. Depuis la crise de 2008, on a eu la crise du Covid, la guerre en Ukraine. Quel regard vous portez sur cette période que l'on est en train de vivre? Alors, j'ai une phrase que j'aime bien répéter qui est nous ne sommes pas en crise, nous sommes dans un changement de monde. Et c'est un peu ce qui illustre ces bouleversements qu'on a pu vivre, parce qu'il y a eu effectivement les subprimes 2008. Il y a aussi la crise de l'euro. Il ne faut pas oublier la crise de l'euro qui a été très importante, où on a vu quand même des choses très étonnantes, des banques qui se sont mises à fermer à Chypre du jour au lendemain, avec des gens qui n'avaient plus accès à leur compte en banque. Enfin, en tout cas, des événements très importants qui, en plus, ont beaucoup joué sur le cours de l'or. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, avec l'or et l'argent, j'ai essentiellement le prisme des métaux précieux, et notamment de l'or et de l'argent. Et j'y connaissais, alors il faut que je vous l'avoue, mais j'y connaissais pas grand-chose, moi, autour de l'or. L'or, c'est pas un actif, c'est pas un produit, quand on est journaliste et journaliste économique, qui est au cœur du sujet. On va parler du CAC 40, on va parler de l'entreprise, on va parler des secteurs d'activité un peu en macro, mais l'or, c'est toujours un peu considéré comme l'actif qui est l'actif à la papa, qui est un peu folklorique, on va dire, culturel. Et là, en fait, je me suis aperçu, pendant ces 15 ans, en regardant toujours l'actualité économique, géopolitique, à travers le prisme du cours de l'or ou de l'or en général, qu'en fait, c'était un vrai bon angle. Parce que l'or réagit à plein de choses autres que la bourse, à la différence des autres actifs. C'est-à-dire que c'est un actif qui a tellement de sous-jacents qu'à chaque fois qu'il se passe un truc dans le monde, bah, il va être un peu sous tension, ou il va un peu baisser, ou il va pas bouger, ou en tout cas, on aura un truc à dire parce que ça va influencer le cours de l'or. Le cours de l'or qu'on dit contracyclique, donc qui réagit à contrario des événements. Et justement, lors de ces crises, qu'est-ce qu'on a pu observer? Qu'est-ce qui nous a dit ce cours de l'or après la crise du Covid, après la crise de 2008? Comment il a réagi et pourquoi? Alors, il a réagi en général, alors j'allais dire en montant, mais pas tout à fait. C'est pas exactement ça. À chaque fois qu'il y a eu des grandes crises, donc on va dire les subprimes, mais surtout l'euro, et c'est normal parce que vous savez que on dit, c'est l'or n'augmente pas, c'est la monnaie dans laquelle il est exprimé qui baisse. Et l'or ne baisse pas, mais c'est la monnaie qui devient plus forte. Donc quand l'euro est attaqué, quand l'euro est faible, eh ben, en fait, le cours de l'or en euros augmente, c'est mécanique. Ça ne veut pas dire que votre or a son prix et sa valeur qui augmente plus que ça. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que finalement, la valeur de l'or est assez stable à travers les temps, mais c'est la monnaie avec laquelle on va l'acheter qui va être plus forte ou plus faible. Donc oui, à chaque fois, effectivement, quand il y a des grandes crises, on va avoir des augmentations du cours de l'or, des records dans certains cas. C'est arrivé récemment avec la guerre en Ukraine. Alors pour le cours de l'or en euros, parce que la guerre est aux portes de l'Europe, elle n'est pas aux portes des États-Unis. Donc pour le cours de l'or en euros, pas le cours de l'or en dollars. Il y a eu pour le Covid un moment un peu étonnant, c'est-à-dire que le cours de l'or s'est mis à chuter dans un premier temps. Donc là, on s'est dit, tiens, c'est bizarre, on est sur une crise sanitaire jamais connue, et pour une fois, en fait, le cours de l'or ne part pas vers le haut. Non, il s'est mis à chuter pour mieux remonter, puisque les records absolus du cours de l'or datent d'août 2020,
Donc finalement, au moment de la deuxième couche, là, du deuxième effet qui se coule du Covid, c'est-à-dire que quand on s'est dit, tiens, c'est fini le confinement de mars, avril, mai, on va enfin être libre, et puis en fait l'économie ne redémarrait pas, et les confinements existaient encore tout autour de la planète, donc finalement c'était pas fini. Et là, il y a eu une sorte de coup de blues dans l'économie qui a fait que les gens se sont mis à se porter sur l'or, ce qui a augmenté le prix de l'or. Donc si je comprends bien, lorsque les monnaies se dévaluent, normalement, mécaniquement, le cours de l'or augmente. Donc là, en ce moment, on vit depuis la crise du Covid à peu près une période d'inflation assez marquée ces mois précédents. Donc ça veut dire quoi? Que le cours de l'or, là, est censé augmenter? Est-ce qu'il augmente? Est-ce qu'il va continuer à augmenter si l'inflation, elle aussi, augmente? Comment ça se passe? Alors, le cours de l'or va augmenter avec l'inflation, comme tout bien tangible. C'est-à-dire qu'en fait, ça coûte plus cher. Vous allez acheter un paquet de pâtes, il va vous coûter plus cher, parce qu'il y a de l'inflation. Donc, dans l'absolu, l'inflation, c'est plutôt un élément qui va faire augmenter le prix de l'or mécaniquement. Sauf que pour lutter contre l'inflation, les banques centrales augmentent les taux d'intérêt. Et ça fait baisser le cours de l'or, puisque ça renforce les monnaies. Donc, dans l'absolu, on aurait dû avoir plutôt un cours de l'or qui baisse à partir du moment où les banques centrales, notamment la Banque centrale américaine, la Fed, a augmenté ses taux, ce qui s'est un peu passé, mais comme les investisseurs avaient anticipé cette augmentation des taux, ça ne s'est pas passé autant que prévu. Et puis, finalement, les taux ont continué d'augmenter et l'or a lui aussi continué à partir vers le haut, sauf la dernière semaine de septembre où il y a eu une petite rechute, mais qui est aussi liée à des indicateurs économiques américains plutôt pas trop mauvais, alors que les gens s'attendaient à des choses plutôt négatives. Parce que là aussi, l'or, c'est l'indicateur des mauvaises nouvelles économiques. Si les chiffres économiques américains ne sont pas bons, alors l'or va augmenter, et l'inverse est vrai. Parce qu'il y a aussi des périodes, là, dans toute cette période de 2020, où l'or a été avec un cours assez bas, c'est 2017. Et on pourrait dire que 2017 est un temps où ça va mieux, le Bitcoin apparaît, ou en tout cas devient très grand public et commence à flamber. Donc plein d'investisseurs se rabattent vers le Bitcoin, et il y a un désintérêt pour l'or. Qui dure pas très longtemps, puisque évidemment avec le Covid, c'est reparti. Parce que je dis pas très longtemps, c'est vrai que si vous êtes investisseur, trader, et que vous vivez à la minute en faisant du trading automatique, vous allez dire il est gentil avec ses 3 ans, mais ça fait quand même un peu long. Mais en fait non, sur le cours de l'or, qui est un actif de très long terme, 3 ans c'est rien du tout, quoi. À l'échelle d'une vie patrimoniale, 3 ans c'est rien. Enfin, c'est comme si quand vous achetez une maison, quoi. Un crédit immobilier de 15 ans, c'est pas beaucoup. Un crédit immobilier de 25 ans, ça commence à le faire. Mais voilà, donc l'or est un actif de temps long, il faut toujours se souvenir de ça. C'est pas un actif de trading, quoi. Vous n'allez pas vous mettre à faire des plus-values 10 minutes par 10 minutes, ça veut rien dire. Donc 3 ans, c'est pas long. Et donc le moment un peu flat de l'or en 2017, où plus personne voulait acheter de l'or, sauf ceux qui ont vu l'opportunité et qui ont très bien fait, puisqu'on est quand même passé de 1000 € l'once à 1800, quoi. Donc c'est quand même le plus bel investissement du monde sur 3 ans, si on y réfléchit. Il fallait juste se dire, ah ben tiens, c'est quand personne n'en veut que moi j'en veux. Donc les opportunistes, c'est ceux qui gagnent, hein, en général, c'est pas ceux qui achètent au plus haut. Alors généralement, l'or est faible quand le dollar, lui, est fort. Et on observe un phénomène dont on a beaucoup parlé sur le blog L'or et l'argent depuis quelques années déjà, mais qui semble se renforcer. C'est un phénomène de dédollarisation, qu'on appelle de dédollarisation, notamment dû à l'émergence des BRICS, des pays des BRICS menés par la Chine et la Russie, qui veulent venir concurrencer en quelque sorte l'hégémonie, comme on dit, du dollar. Qu'est-ce que ça nous donne comme perspective pour l'avenir? Est-ce que le dollar va vraiment s'affaiblir, continuer de s'affaiblir? Qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Est-ce que le yuan va se renforcer et peut-être prendre la place du dollar en tant que première monnaie mondiale? Est-ce que tout ça est possible? Est-ce que tout ça est de l'ordre un peu du fantasme? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce qui se joue là en ce moment?
Alors, j'ai presque envie de vous renvoyer à l'excellente interview de Philippe Béchade que nous avions faite l'année dernière, au même endroit, on va dire. La réalité, c'est que les pays des BRICS, les deux principaux, plus l'Inde, mais notamment la Chine et la Russie, ont augmenté leur stock d'or. Les banques centrales russes et chinoises ont augmenté leur stock d'or de manière très importante depuis quelques années. Ça signifie quoi, ça? Eh bien, ça signifie qu'ils veulent ils veulent augmenter leur indépendance par rapport au dollar. C'est-à-dire qu'en fait, quand je renforce mon stock d'or quand je suis une banque centrale, c'est un moyen de garantir ma monnaie. Puisque, en fait, ma garantie monétaire n'est plus faite de dollars, puisque, en général, les Chinois et les Russes vendent leurs dollars. Alors, ce qu'on appelle vendre leurs dollars, c'est vendre des bouts de dette américaine. Vendre leurs dollars pour acheter de l'or, donc ils remplacent le dollar par de l'or, et donc leur monnaie et leur garantie monétaire sera basée plus sur de l'or que sur du dollar. Il y a d'autres choses, il y a un peu d'euros, il y a un peu d'autres monnaies, mais essentiellement, quand Poutine se met, à partir de 2012, avant qu'il débarque en Crimée, à renforcer les stocks d'or de la Russie, en fait, n'importe quel économiste gouvernemental comprend qu'il est en train de préparer quelque chose. Et il a bien fait si on se place de son côté. Puisque quand il y a les sanctions occidentales au moment de l'opération spéciale en Ukraine, la première chose que font les Occidentaux, comme très souvent depuis quelques années, c'est de faire des sanctions économiques. Et ils vont assez loin, puisqu'ils vont de manière unilatérale décider que les Russes n'ont plus accès au système bancaire international, un des systèmes bancaires internationaux. Et donc, en fait, les Russes, on se rend compte et on a l'impression que les Russes continuent à vivre quasiment normalement. Donc ça veut dire qu'ils arrivent à faire du commerce avec du rouble, mais ça veut sans doute dire aussi qu'ils font du commerce avec de l'or. Et que aujourd'hui, ils arrivent à avoir leurs produits, peut-être des armes, peut-être on n'en sait rien, mais avec une monnaie qui s'appelle l'or, qui a l'intérêt d'être intraçable. Donc en fait, on peut pas dire ah ben tiens, tel pays, tu viens de vendre du pétrole, alors pas du pétrole russe, mais des armes, du blé, du je sais quoi, aux Russes, alors qu'on t'avait pas dit de le faire, puisqu'on a vu une transaction monétaire passer. Avec l'or, on peut pas, puisqu'il suffit de le fondre, et puis l'or, il a changé de nature. Ce qu'en font les BRICS, ils font la même chose. C'est-à-dire que de manière plus large, ils disent, nous, on veut plus utiliser le dollar pour nos échanges internationaux. Et ils n'ont pas tort dans les faits, puisque les échanges internationaux de ces pays-là sont notamment faits avec la Chine. Donc ce serait très normal qu'ils utilisent le yuan. Sauf que la Chine est un pays communiste, il faut quand même s'en souvenir, même s'ils ils ont un marché très actif, ça reste un pays communiste, et à tout moment, un dirigeant chinois peut dire tiens, en fait, la convertibilité du yuan, c'est fini. Et donc, on peut se retrouver avec des stocks de yuan qui ne servent plus à rien ou qui sont obligés d'être dépensés dans ce pays-là, et ça peut un peu bloquer certaines personnes. Les Sud-Africains, je ne suis pas sûr qu'ils seraient très contents de se retrouver avec des stocks de yuan avec une obligation de les dépenser en Chine. Donc, ils préfèrent jouer avec de l'or. D'où l'idée de faire une monnaie qui serait basée sur l'or. On entend un peu de tout sur cette monnaie basée sur l'or. Certains disent que c'est complètement envisageable à moyen, à long terme. D'autres que c'est un peu peine perdue, notamment à cause de relations parfois un peu tendues, notamment entre la Chine et l'Inde. Selon vous, qu'est-ce qu'il en est? Alors, techniquement, c'est possible. C'est-à-dire que techniquement, vous le savez bien dans le groupe au coffre, c'est très possible de numériser de l'or. Ce qu'on appelle numériser de l'or, c'est dire j'ai de l'or physique, tangible, un lingot, des pièces, et j'en fais un usage à travers des applications numériques qui font que je le rends sécable. C'est-à-dire que j'arrive à faire des millièmes de grammes d'or que je vais transférer après dans une monnaie qui peut être échangée, une monnaie sécable. Donc, de numériser de l'or, c'est tout à fait possible, ça existe. Donc, ce serait possible de le faire. Après, qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, notamment entre Indiens et Chinois, je pense que le business prendra le pas, mais il va y avoir un problème d'hégémonie sans aucun doute. C'est-à-dire que les Indiens sont quand même un très grand pays et c'est pas du tout certain qu'ils aient envie de se retrouver sous la domination chinoise de cette région-là. Mais ça, on verra bien comment ils vont se débrouiller. Les Indiens ont plus la culture de l'or que les Chinois.
même si les Chinois ont une belle culture, mais en Inde, l'or, c'est quand même culturel, mais très culturel. C'est-à-dire que c'est 50% de la consommation de l'or en joaillerie sur la planète. Rien que pour des histoires de mariage, de dot, en fait, on porte sa fortune autour du cou. Quand nous, on met notre patrimoine dans des coffres, eux, ils considèrent que l'endroit le plus sûr, quasiment, c'est sous forme de bracelet ou sous forme de collier. Donc voilà. Mais l'idée d'une monnaie basée sur l'or, en fait, c'est assez intéressant, hein, et pourquoi pas. Dans l'histoire, on a vu qu'avec la fin de Bretton Woods, enfin avant la fin de Bretton Woods, donc avant 71, il y a quand même d'autres pays qui ont dit aux Américains, à un moment, le dollar, il va falloir arrêter de jouer tout seul dans ton coin. Donc, ils ont utilisé, c'est l'Angleterre et la France, avec De Gaulle, qui ont décidé de transformer leur dollar en or. Donc, déjà, des pays faisaient ça. C'est vraiment... le sujet, c'est vraiment ça, c'est le rôle des États-Unis sur la planète. Est-ce que les États-Unis vont conserver leur rôle hégémonique on disait avant de gendarmes du monde, même si maintenant ils font plus trop les gendarmes, mais est-ce qu'ils vont conserver ou est-ce que les Chinois vont prendre la place, notamment dans la zone Asie, zone Asie élargie, puisqu'on a vu qu'il y avait même l'Arabie Saoudite qui les rejoignait. Donc justement, est-ce que là, ça marque pas un vrai déclic oui, ça marque, ça dit aux Américains, on peut non pas être 5, mais on peut être 60, quoi. Voilà. Alors pour cette rencontre annuelle au COF, vous interrogez également Mathilde Farine, journaliste suisse, qui a écrit un livre sur la chute de la banque Crédit Suisse. Alors en mars dernier, on avait assisté à la faillite de plusieurs banques américaines, on se rappelle, dont la SVB. On en a parlé sur le blog L'Or et l'Argent. Qu'est-ce que cette crise, alors qui n'était pas aussi importante que celle de 2008, mais qui fait quand même écho à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle dit du système bancaire international et qu'est-ce qu'elle nous en apprend sur ce qu'on en a appris justement ou pas? Alors, sur le Crédit Suisse, c'est un peu particulier, mais sur les autres, si on les met dans le même panier, j'ai presque envie de dire que les banques ont vraiment pas de bol sur ce coup-là, parce que, en fait, c'est pas de... Ils font pas n'importe quoi, en fait. Ils font faillite, mais pas parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Ils font ont vraiment faillite... resserré les vis depuis 2008 ou... Bah oui, mais en fait, ils font faillite parce qu'ils ont placé l'argent de leurs clients, les Californiens, en bons du Trésor américain. Et le bon du Trésor américain, sur le coup, alors c'est pas de l'or, mais c'est quand même considéré comme le placement le plus fiable du monde. Sauf que, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont placé l'argent de leurs clients avec des bons du Trésor américain à 0,05, 1%. Quand l'inflation arrive et que les taux remontent, les bons du Trésor américain récents, ceux qui datent de mars 2022, sont à 4 ou 5%. Donc leurs bons du Trésor à 0 ou 1% sont invendables. Et ils sont obligés, dans la réglementation, de dire en fait, on va déprécier ces bons du Trésor. C'est-à-dire qu'un placement hyper fiable devient concurrencé par le même placement, mais plus récent, et qui, lui, rapporte 3 ou 4%. C'est ça ce qui s'est passé. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas dire que les banquiers ont fait n'importe quoi sur ce coup-là. Sur le Crédit Suisse, je vous invite à regarder cette interview et à lire le livre de Mathilde Farine sur le Crédit Suisse. Parce que c'était une banque qui était déjà dans l'œil du cyclone depuis quelques... C'est une banque qui a des soucis depuis très longtemps. Mais c'est une banque, et elle défend que pourquoi ils ont plongé, c'est parce qu'il y a eu de l'appât du gain individuel, à chaque fois. En fait, là aussi, alors moi je compare un peu avec ici en France avec l'histoire de Kerviel, c'est-à-dire que il y a des alertes, il y a des drapeaux rouges qui se lèvent dans tous les sens, il y a des trucs de sécurité qui disent « Oula, attention, celui-ci, là, à Genève, il est en train de faire n'importe quoi. » Mais ça rapporte. Et donc, il y a 2-3 personnes au-dessus qui disent « Tant que ça rapporte, on va laisser passer. » En fait, c'est ça. Et donc, c'est toujours de la panique. Et puis après, c'est en Suisse, et ça, c'est très important, c'est qu'il y a une culture en Suisse, d'abord, le secteur bancaire, c'est comme nous, la viticulture ou l'aéronautique, c'est-à-dire que c'est vraiment un pan de l'économie suisse très, très important. Et il y a une façon de faire la banque liée à la discrétion,
Justement, on fait pas du billing. Le banquier suisse, il garde sa vieille voiture le plus longtemps possible parce que, en clair, c'est un bel acte de gestion. Il se trimballe pas avec la dernière Tesla qui vient de sortir. Et il se trouve qu'il y a un des dirigeants qui a un peu fait ça. Il y en a un autre qui a oublié de respecter les règles du Covid, qui a dit non mais moi, pourquoi je serais confiné alors que je suis quand même directeur de Crédit Suisse. Et là, les Suisses ont dit mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est-à-dire que ils ont vraiment été à l'encontre de la culture des citoyens. Et c'est un petit pays, c'est-à-dire que la Suisse, en Suisse, vous rencontrez un ministre sur le quai du train de banlieue. Le conseiller fédéral, ce qui est un ministre pour nous, il prend le train de banlieue. Donc voilà. Donc le Crédit Suisse est très particulier. Et puis il y a eu la guerre fratricide entre UBS et Crédit Suisse. Et c'est aussi ça qui a fait qu'ils étaient à la course au gain. C'est que ils se sont mesurés le kiki entre banquiers suisses, quoi. Et il y en a un qui a gagné, sauf que sans doute que les deux ont un peu perdu. Et alors, est-ce qu'on sait s'il y a éventuellement d'autres banques un peu façon Crédit Suisse qui seraient dans une sorte de collimateur dans Alors, des pratiques un peu... ouais, alors on aime bien se faire peur, mais enfin, tout le monde regarde la prochaine banque systémique qui s'effondrerait, quoi. Moi, j'en sais rien, hein, je suis pas dans leur Pas de compte. nom. Enfin, on parle très souvent, la Deutsche Bank revient parce que la Deutsche Bank, elle fait très très peur. C'est-à-dire que c'est un tel monstre que si, évidemment, c'est un peu comme si on disait ça avec la BNP en France, quoi. C'est des tels, mais bon, très personnellement, j'y crois pas. Donc, d'abord parce que là, sur le coup, la finance allemande, c'est comme l'industrie allemande, c'est pas la même chose. Donc voilà. Mais on verra bien, hein, il faut pas insulter l'avenir. Bon, en tout cas, regardez cet entretien avec Mathilde Farine, passionnant sur Crédit Suisse. Et on reçoit aussi, lors de cette semaine de rencontre annuelle, Olivier Berruyer, le fondateur du blog Elucide. Et vous avez échangé avec lui autour de la crise immobilière. Alors c'est intéressant, surtout dans le contexte que l'on vit actuellement, en France notamment, parce qu'on a un peu de mal à comprendre. On a l'impression que les gens n'ont plus accès au crédit, que les taux remontent drastiquement. Qu'en est-il alors de cette crise immobilière, ou en tout cas, où va-t-on dans l'immobilier en France? Alors, on est dans un moment suspendu où on va se demander qui va perdre en premier ou qui va craquer en premier. L'immobilier, c'est très important en France. On est un pays de propriétaires, hein. En Allemagne, par exemple, ils ne sont pas propriétaires, ils sont locataires. Et en Allemagne, l'immobilier est peu cher. Et nous, il est très cher. Paris a le prix au mètre carré le plus cher au monde, juste derrière Hong Kong, ce qui est complètement délirant. Donc on a un vrai sujet autour de l'immobilier. C'est considéré comme un placement hyper sûr. L'immobilier, la pierre, c'est solide, ça ne craque jamais. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont placé leur patrimoine dans l'immobilier. Donc c'est effectivement un sujet très sensible en France. Très clairement, on va sans doute voir un moment. Alors pour le particulier, une vraie difficulté d'arriver à vendre au prix délirant auquel ils ont acheté. Alors après, c'est un marché. L'immobilier, c'est très simple, hein. C'est vraiment l'offre et la demande. C'est-à-dire que si quelqu'un accepte d'acheter très cher ce que je mets en vente, très bien. On a souvent dit dans des villes comme Bordeaux, il y a ces imbéciles de Parisiens qui sont venus acheter très cher aux Bordelais. Oui, les Bordelais, qui sont pas très imbéciles, eux, visiblement, ont accepté de vendre très cher aussi. Ils auraient pu dire non, monsieur le Parisien, c'est un peu honteux ce que je suis en train de vous faire là. Je vous le vends 30 ou 40% plus cher que ce que ça vaut, donc je vais vous le vendre 40% moins cher. Ben non, jamais personne n'a fait ça dans sa vie. Donc, tant que ça marchait comme ça fonctionnait bien. Là, visiblement, comme il y a moins d'accès au crédit. Alors pourquoi il y a moins d'accès au crédit? C'est parce que les taux augmentent. Alors moi, je suis très étonné de ça parce que je trouve qu'entre 1% et 4%, il n'y a pas de différence. Et je vous invite à écouter l'entretien parce que là, il y a des chiffres, il y a des tableaux qui sont produits par Olivier et qui sont hyper intéressants parce qu'ils montrent que 4 petits pourcents, ça joue sur 15-20 ans sur des sommes énormes. Donc, en clair, le prix d'achat est trop cher. Donc, le prix d'achat va baisser, c'est sûr, sauf qu'on ne sait pas quand.
C'est-à-dire que tant que tout le monde n'ose pas vendre, c'est-à-dire que le premier qui va dire bah, « je commence à baisser », en fait, ça va entraîner la baisse de tout le monde. Voilà, ça c'est pour le particulier. Il y a un vrai sujet sur l'immobilier papier, la pierre papier, avec des sociétés de gestion d'immobilier qui ont l'air d'avoir un peu des difficultés parce que comme les prix de l'immobilier vont baisser, leur capitalisation, leur valorisation de patrimoine va baisser. Donc, comme c'est une capitalisation par part qui doit être équivalente au montant du foncier, si le foncier baisse, il va falloir baisser les parts. Donc, il y a des gens, pareil, qui avaient placé leur argent dans des SCPI réputés, très fiables, etc., qui en plus rapportent un peu, parce qu'il y a quelques dividendes ou intérêts qui sont portés, versés tous les trimestres ou tous les mois. En fait, là, ils vont avoir leur patrimoine qui va baisser, en tout cas quand il est placé là-dessus. Le deuxième sujet, c'est que normalement, l'immobilier d'entreprise va rapporter moins. Mais ça, moi, je suis toujours étonné que ces professionnels ne le voient pas venir. C'est-à-dire que le Covid, avec le télétravail et les bureaux qui se vident, on est au-delà du signal faible quand même. C'est-à-dire que là, il fallait être aveugle pour pas se dire il est possible que l'immobilier de bureau fonctionne moins bien. Parce que il y a moins besoin de place. Donc les gens vont quitter les grands bureaux, vont vider les tours de la Défense, vont aller trouver des trucs plus petits, plus resserrés. Bon, visiblement, ils ne l'ont pas vu, mais ça va faire des sociétés de gestion qui auront moins d'occupation, moins de taux d'occupation de mètres carrés qu'avant, et donc ça rapporte moins. Donc là aussi, ça va être un peu plus compliqué. Mais c'est intéressant l'immobilier parce que d'abord, ça rappelle aux gens que tout est cyclique, que des crises immobilières, il y en a eu, qu'en 1991, l'immobilier était au plus bas, qu'en 1995, il remonte, mais qu'après, il rebaisse. Enfin, voilà. Donc, la pierre, c'est comme les arbres, ça ne monte toujours pas jusqu'au ciel. C'est bien de le rappeler. Et ça permet aussi de se dire que il faut aussi vraiment savoir diversifier ses investissements. En tout cas, on vous invite à regarder cette interview passionnante de Benjamin avec Olivier Berruyer. Merci beaucoup, Benjamin Rosor, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous retrouve toute la semaine sur la chaîne YouTube docoff.com du coup pour ces entretiens passionnants spécial l'économie y survivra-t-elle. Et on vous rappelle, vous êtes rédacteur en chef du blog L'Or et l'Argent, donc on vous retrouve toutes les semaines. Il y a 3 ou 4 articles qui sortent sur le blog L'Or et l'Argent. Merci à tous de nous avoir suivis pour cet hebdo spécial et on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle revue de presse. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'en profite pour remercier la chronique Agora, partenaire de cet événement, qui nous a hébergés dans ses studios. Nous vous invitons à télécharger gratuitement leur dernier rapport, la meilleure alternative à la monnaie classique en temps d'inflation. Le lien est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Enfin, si vous souhaitez investir dans les métaux précieux, je vous invite aussi à découvrir la solution docoffre.com. À très vite.